C'est en 1981, l'année de l'invention de MTV, que Makoto Matsushita sort son magnifique disque de yacht rock qui s'appelle First Light. Et c'est un titre qui est particulier, qui a de l'importance dans l'histoire de la musique, mais qui... Hey, ça va? Ça va? T'as encore pris trop de drogue, hein? Vas-y, arrête de filmer, putain, faut bien qu'il ait mal. Ça va? Et combien de fois? Ah non, il y en a un de plus. Vas-y, je lance la critique. Welcome to the stage of history. Dans cet épisode-ci d'une émission qui s'appelle, je vous le rappelle, Pushta, et qui, d'une manière ou d'une autre, a révolutionné la manière dont les gens, du moins en Belgique, font de la critique vidéoludique. Il faut se dire ceci, c'est que la plupart des gens ne connaissent pas notre inspiration, et notre inspiration s'appelle, je vous le rappelle, Consolvania. Alors Consolvania, ce n'est pas rien, c'est une émission qui me semble être l'émission parfaite de jeux vidéo que les gens ne mettront jamais à la télévision, parce que la plupart des émissions de télévision sur le jeu vidéo sont des espèces de top 15, top 20, top 30, top 50, top 100 de merde qui sont uniquement là pour récupérer de l'argent publicitaire, parce que c'est comme ça que la télévision conçoit le jeu vidéo, c'est comme une source d'argent et non pas nécessairement comme une discipline qui mériterait d'être cataloguée. Alors je tiens à faire remarquer que le thème qui m'est ici imposé, qui est un thème qui me met mal à l'aise, car je vais vous le dire tout de suite, je ne suis pas particulièrement religieux, mais je pense que les gens ont le droit de croire, ils ont le droit de croire, si ça c'est pas généreux de ma part, ils ont le droit de croire. Or, je sais simplement ceci, c'est qu'on vit une époque où parfois, la religion et ces choses-là sont prises de manière à que l'on puisse penser que décidément, il est, je sais pas moi, de sacrilège, ou qu'on peut même imaginer que c'est nécessairement un crime de lèse-majesté que d'imaginer que l'on va parler d'un titre d'épisode qui s'appelle La religion du démon. Or, moi, je sais que le démon, je ne l'ai vu que dans l'œil de ceux qui y croient à mauvais escient. Il est évident que quand les gens qui sont, je sais pas moi, tellement portés sur Zelda, qui pensent que c'est une religion décidément, viennent me casser la gueule, alors que moi, je fais simplement ce que je suis censé faire, c'est-à-dire être critique de jeux vidéo et être plutôt un excellent putain de critique de jeux vidéo, cela ne m'inspire pas confiance. Donc la religion du démon, ce n'est évidemment pas une remarque sur ceci et cela qui se passe dans l'univers actuel des choses, qui se passe dans l'univers actuel, c'est simplement cette théorie que les gens ont de prendre une certaine forme d'orthodoxie de n'importe quelle discipline à la con et d'aller trop loin afin de faire chier l'intégralité des gens qui pensaient avoir encore le droit de parler de manière libre, car nous sommes, je vous le rappelle, dans des démocraties où les gens ont la possibilité, c'est certain, de parler de la manière dont ils pensaient qu'ils avaient la possibilité de parler, vu qu'ils ne sont d'une manière ou d'une autre pas dans le discours de la haine, ils sont dans le discours de j'essaye de vous éduquer les enfants, putain de bordel de merde. Alors ça, c'est un titre que j'ai choisi qui va coller à notre théorie. Cette théorie, c'est la religion du démon. C'est des jeux, aussi paradoxal que ça puisse passer. Ils sont en train d'avoir lieu quelque part à voir avec l'enfer, qu'il y a des démons, il y a du ceci, il y a du cela. Alors je me suis dit, on va prendre un jeu où les démons sont sympathiques, un jeu où les démons, sont dans un domaine rigolo et potache. Il est ici question de Saints Row Gathered Hell. C'est un jeu de Volition et High Voltage Software publié par Deep Silver sur PC, Linux, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 et même Xbox One, et c'est bel et bien un de ces jeux dont on peut dire c'est l'un des nombreux DLC de Saints Row 4, et que vous savez, il est disponible sur PlayStation 4 avec Re-Elected. C'est un portage qui nous fait penser ceci, c'est qu'il fait bon parfois être un enfer parce que les gens ils sont très drôles, et que décidément c'est comme ça que ça se passe. C'est un titre qui est produit par Jim Boone, le producteur de la série depuis le second épisode. Il était spécialiste de la quality assurance à la base. C'est comme je vous le dis d'habitude, c'est comme si le mec qui était occupé à faire des frites toute la journée chez McDonald's était en soudain devenu, je sais pas moi, chef de son propre McDonald's, puis après CEO de la compagnie, des trucs comme ça. Ici on se retrouve face à Vlad Tepes, l'homme que décidément un jour il a été joué par Christopher Lee, en se demandant qui il sera capable de s'incarner dans le futur, et qu'on est ici venu le sauver, car il y a quelques figures du domaine du meurtre de masse qui sont ici disponibles, car nous sommes non pas à la masse mais bel et bien en enfer, que l'enfer évidemment non seulement il est pavé de bonnes
intentions, que les bonnes intentions qui pavent ici l'enfer sont quand même pas terribles non plus, eh ben on se dit simplement ceci, cela fait plaisir de pouvoir participer à des aventures cocasses avec le maître d'un endroit dans lequel j'ai passé la plus grande partie de ma jeunesse, c'est-à-dire le château de Castlevania. Alors, vous le savez certainement, ce n'est pas le jeu le plus profond de l'histoire de l'humanité, mais Galad Hell ici a une particularité, c'est qu'il est plus réussi que la plupart des autres représentants de la série d'un point de vue du gameplay. Je ne sais pas vraiment préciser la raison de tout ce raisonnement, mais je peux vous dire ceci, c'est qu'il vous propose quelque chose d'unique, quelque chose d'encore trop rare dans le jeu vidéo, c'est qu'il vous propose de voler. Et pas juste de voler des voitures, il vous propose de voler avec vos petites ailes angéliques. Ces ailes angéliques vous permettent donc de faire le tour d'un univers qui est un univers en sandbox, c'est une évidence, mais de le faire d'une manière qui est totalement plaisante, c'est-à-dire de flotter, d'être ainsi porté par les flots mordorés des halls et d'ainsi de voler comme une caracole et des choses comme ça. Et c'est très plaisant. Alors pensez qu'il y a un lead design de Mika Skaritka, c'est le créateur des portions de Stewie dans le mauvais jeu Family Guy. Il a aussi travaillé sur Conduit, le FPS. Oui, il a fait les cinématiques de Kinect Star Wars. C'est donc un de ces jeux, je vous le rappelle, ils étaient dans l'escarcelle de THQ à une époque et que maintenant, on peut dire ceci, ils sont tombés bien bas et qu'ils sont tombés bien bas parce que la compagnie qui les produisait s'est rendu compte que voilà, les jeux à licence, cela ne fonctionnerait pas, il allait falloir faire des efforts pour singer ce qui était populaire à l'époque, et ce qui était populaire à l'époque, c'est évident, c'était Grand Theft Auto. Or, cette chose, ça commence de manière très simple en 2006, comme un clone de GTA. Or, 2006, je m'en souviens très bien, c'était l'année où on a commencé à produire Pushta et que les gens étaient là, il faut absolument que tu joues à Saints Row, c'est trop drôle, c'est trop profond, et en même temps, c'est un peu comme GTA. Et le jeu était considérablement pire que les GTA qui étaient disponibles à l'époque, mais on peut dire ceci, c'est qu'ils ont réussi à trouver une veine qui est la leur, par la pure gaudriole qui fait parfois plaisir à voir, surtout quand on sait ceci, c'est que le scénariste de ce jeu, Steve Jarros, l'ancien directeur créatif de Volition, a écrit l'intégralité de la série, d'accord, mais qu'il travaille maintenant chez Valve. Vous savez, chez Valve, ils ne font plus des jeux, mais il faut croire qu'ils ont besoin de quelqu'un qui est capable d'écrire des blagues, c'est pour ça qu'ils se sont payés les talents d'un homme scénariste qui s'appelle Steve Jarros, et les musiques sont composées par un mec qui était autrefois scénariste sur Pimp My Ride. Donc, l'idée est très simple avec ce jeu, c'est qu'on va prendre la série traditionnelle, vous savez, les saints de Stillwater, on les envoie en enfer parce qu'un jour on les a envoyés dans la dominatrix, ce n'est pas ça, et qu'ici on se retrouve dans une situation très particulière où on peut se foutre de la gueule, certes du monde vaguement religieux chrétien, j'espère que je vais pas aller me prendre les intégristes religieux chrétiens dans la gueule parce que c'est quand même totalement stupide comme genre de parodie que c'est qui est réalisé ici, mais cela existe, c'est relativement drôle, et ça permet surtout de sortir la série d'une ornière particulière qu'ils avaient détruit la planète Terre, c'est pour ça que soudain on est obligé de faire l'intégralité de cet artifice en enfer. Si vous n'avez pas joué à la série Saints Row, vous ne pouvez pas réellement considérer que ce que je vous ai dit ici était un spoiler parce que vous aviez plutôt quelque chose comme une décennie afin de vous renseigner sur tout ceci. Alors, est-ce que je pense que c'est un grand chef-d'œuvre de jeu vidéo factuel par, vous savez, la minutie du gameplay, les profonds thèmes qui sont abordés dans ce jeu? Eh ben non, mais c'est amusant et la plupart des jeux ne savent pas s'en sortir dans le domaine de l'humoristique. Or, ce jeu-ci a toujours su s'en sortir dans le domaine humoristique avec plus ou moins de délicatesse, mais cette fois-ci, ils sont arrivés à quelque chose qui me fait espérer que la série continuera, parce que j'aurais du mal à voir le paysage des jeux vidéo modernes sans Saints Row, ce qui est stupide à dire, parce que c'est vraiment une série genre de 2e ou 3e carat, mais elle me déplaît pas. Et ce qui me plaît dans ceci, c'est que libérés des terribles capacités qu'ils ont à savoir, qu'ils sont pas réellement doués dans le domaine du gameplay, ils ont trouvé quelque chose qui leur rend l'intégralité de leur univers particulier, et c'est une forme de capacité au pastiche. Et cette capacité au pastiche est très dure à obtenir, surtout dans le domaine vidéoludique où la plupart des gens sont trop stupides pour comprendre ce qu'on vous dit. C'est triste, mais c'est en quelque sorte un peu comme ça. Oh, bon, les stats, elles sont arrivées. Comme tu vois, pas mal, l'évolution. Ici, comme tu vois, critique cruelle, bon, pas mal. Ok. Pas ta faute, bon, tu diras merci à Monsieur Plouf. Cinémascope, pareil, merci aux fossoyeurs de films. Comme ça, ils sont contents. Je fais semblant de faire des notes. Ici, il y en a quoi, en fait 32. 32, ouais. En plus? Non, avant. Maintenant, c'est mieux. Tu vois? Donc, ça plus ça, ça fait Monsieur content, toi, YouTube, plus de vues. Ok? Super. Simple. Des questions?
quand tu parles de Lestat, tu veux dire le vampire? Tokyo, en 2000XX. Alors, on ne sait pas précisément quand c'est, mais c'est dans un futur proche, car comme vous le savez certainement, dans quelques instants, nous serons au 22e siècle, donc c'est certainement un de ces moments où la planète a été détruite par l'apocalypse religieuse qui est censée nous tomber sur le coin de la cafetière à n'importe quel moment. Nous sommes maintenant quelques décennies après la grande destruction, tandis que la planète cultivait sa faune et sa flore. L'humain a survécu, se battant contre des hordes de démons et des myriades de morts, mais le peuple n'était pas assez fort pour survivre à tout ceci sans quelqu'un à qui croire, quelque chose en qui s'accrocher au vivant. La religion messianique prêche le retour d'un sauveur, d'un Christ. Elle a ramené les gens dans des villes, a construit une cité sur le site de l'ancienne cathédrale. Il y a sans doute une cathédrale quelque part à Tokyo, c'est ça qu'on est censé apprendre par cet incroyable texte magistral. Et cette ville a été appelée le Tokyo Millennium. Ce qui devrait vous rappeler, c'est certain, cet incroyable animé ici, c'est-à-dire Urotsuki Doji, si vous connaissez ce dont je suis en train de parler. Honte à vous les enfants! Alors il se trouve que nous sommes maintenant dans leur réponse japonaise face au Valium ou à Derrick, cela s'appelle Shin Megami Tensei 2 et c'est un jeu très chiant sorti en 1994, c'est un titre Atlus qui vous a un jour donné cette incroyable capacité de jouer à des titres comme Persona, Persona 3, Persona 4 ou Persona 5 auquel je pourrais être en train de jouer là maintenant, mais je suis calé en train de critiquer un titre dont on peut dire ceci, c'est que dans l'univers de Shin Megami Tensei, attention on va parler un bref instant, vous savez, de religiosité, du sentiment que les gens ils ont, que décidément ils ont quelque part sur la planète un ami imaginaire, on va dire ceci, et je vais sans doute finir en enfer pour cette phrase incroyablement profane que je viens de proférer, on va dire ceci, c'est que dans l'univers de Shin Megami Tensei, surtout à cette époque-ci, Dieu, hein, dans le sens judéo-chrétien de Dieu, vous savez, Yahvé, il est maléfique, parce que c'est en quelque sorte un monstre fasciste qui fait qu'on fait régner sur Terre des lois improbables, et ces lois improbables sont certainement très pointilleuses, nombrilistes, et n'ont pas réellement de sens dans l'univers dans lequel on vit, mais on va dire ceci, c'est une remarque normale que les Japonais, hein, qui, je vous le rappelle, sont animés, c'est une croyance qui croit que l'intégralité des objets, des endroits, des animaux et des gens ont une âme, c'est certain, et qu'en plus, il faut essayer de se défendre contre les assauts répétés des fantômes qui vous entourent et que c'est étrangement une religion qui est basée autour d'une forme d'incompréhension du bouddhisme. Pour ce que j'en comprends, je ne suis pas réellement un théologien, mais on va dire ceci, c'est aussi étrangement, la religion qui a poussé le Japon à faire 2 guerres mondiales de manière particulièrement cruelle, on va dire ceci comme ça. Alors maintenant, on a été créé quelque part dans un laboratoire, on a créé le guerrier parfait, le Christ d'une nouvelle génération, il s'appelle bien entendu Masque, et j'en sais quelque chose, j'ai été créé, c'est certain, quelque part, et vous n'êtes pas censé le savoir, dans une éprouvette sous les combles de l'ULB, parce que vous le savez certainement, il y a des choses qui se passent de manière étrange dans le domaine de l'échange d'idées, que j'ai été créé afin de faire régner sur Terre les incroyables lois des sphères dans le domaine du journalisme vidéoludique. Et ici, on se retrouve dans une situation très étrange. Je vais vous parler un bref instant des conditions de réalisation de cet épisode. C'est évidemment un de ces titres qui ont été sélectionnés pour nous par le Patreon. Ce qui veut simplement dire ceci, c'est que si vous donnez suffisamment d'argent, je vous laisserai me torturer, car je suis pauvre, voyez-vous, et que ici, on peut au moins dire ceci, c'est que j'ai appris quelque chose, déjà que j'avais été un équivalent christique dans un univers post-apocalyptique, dont on peut dire ceci, ce qui n'est pas du tout basé sur l'incroyable idée, vous savez, de Shadowrun et des choses comme ça, mais que c'est un peu le Shadowrun japonais, qu'ils détestent les religions du vieux livre, disons les religions monothéistes qui sont judéo-chrétiennes et qui sont surtout dans une situation très étrange où quand on critique un jeu, parfois on est obligé de faire des vidéos, j'en ai fait quelques-unes afin d'avoir la possibilité de vous en parler quelques instants et que je vous ai déjà critiqué Get Out of Hell, que vous savez c'était un DLC pour un Saints Row et tout ça et que cette incroyable vidéo faisait 7 minutes 40 et elle pesait 2,71 gigabytes et qu'ici on a décidé que c'était probablement un de ces sujets longs, il faudrait en parler de manière relativement compréhensive, de manière complète, et que voilà, c'est une vidéo de 10 minutes 27, ce qui est juste assez pour pouvoir parler d'un produit comme Shin Megami Tensei 2, et que voilà, fait 10 minutes 27 et compressé au même niveau de qualité que cette vidéo de 7 minutes 40 qui faisait 3 gigas et quelques, ou près de 3 gigas 2,71, ici ça fait 152 MO, parce que c'est un jeu qui, et ça c'est assez inouï quand même quand on y réfléchit, est totalement dépourvu d'animation. Alors de quoi est-il question? Il est question de Shin Megami Tensei 2, c'est un jeu d'Atlus, publié par Atlus, et ça c'est pas étrange, d'ailleurs, en 1994, puis à nouveau en 2002 sur PlayStation, en 2003 sur Game Boy Advance, qui est probablement la version que vous auriez envie d'essayer parce que elle est moins chère, hein.
J'ai acheté ce jeu sur internet pour avoir la possibilité de me dire, bah alors, il sera légal que tu utilises une translation, comment ça s'appelle encore? Une translation, c'est comme ça que les Américains auraient dit, et qu'ici on va se battre parce qu'on a fait genre 3 pauvres mètres et qu'on a déjà été interrompu 3 fois, et qu'ici on va se battre contre des ennemis en ayant la possibilité, c'est certain, d'utiliser le système automatique de combat, parce que c'est un jeu, il sait qu'il est très chiant, hein, je veux dire, c'est un peu l'équivalent de prendre 3 ou 4 Valium avant d'essayer de se suicider par la possibilité de vomir son kebab dans son lit à soie. Donc voilà, on va faire le tour d'un univers qui est très proche de celui, vous savez, c'est un système un peu cartésien, orthonormé, vous avez des coefficients X, des coefficients Y, cela ressemble toujours à des gigantesques couilles carrées que vous allez vous battre dans un univers qui est grosso modo un clone de Wizardry ou des jeux qui ont été inspirés par Wizardry, vous savez, de Bard's Tale, Might and Magic, et Ultima Underworld. La particularité, c'est qu'ici, vous êtes dans un jeu japonais qui est un peu basé sur Rotsuki Doji, donc les ennemis sont sexy, mais ils font peur aussi, que voilà, je veux dire, j'avais une petite amie qui avait une coupe de cheveux assez similaire à celle-ci, elle avait malheureusement aussi les jambes en forme de rasoir à la The Thing, ce qui n'est pas nécessairement plaisant quand on est au lit, mais je vais vous dire ceci, je la salue de loin, et il est évident que je ne sais pas comment elle s'appelle, mais que ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, ici, c'est un titre dirigé par Koji Okada, le fameux catcheur de la New Japan Pro Wrestling, qui a, bien entendu, c'était une blague, hein, c'était une blague sur, vous savez, Okada, le Rainmaker, mais toujours est-il que c'est un homme qui est connu des fans de Touchla, car il a travaillé une époque sur, certes, Persona et Persona 2, Electric Boogaloo, mais aussi, et avant tout, sur Mac and X, qui était probablement l'un des plus intéressants mauvais jeux d'action de ces dernières années. Alors ici, vous êtes envoyé par le centre pour faire régner sur Terre la loi d'Esphet, que vous vous dites, bah, on est dans un incroyable donjon, on s'est déjà fait chier à monter 13 niveaux qui étaient particulièrement chiants à traverser, qu'ici on se retrouve contre un ennemi que c'est, pour ce que j'en comprends, est-ce que c'est Belphégor, c'est Mahou Belphégor, parce que vous savez, il fait Mahou, et ensuite c'est un Belphégor, et ça fait Belphégor, 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 Belphégor. Donc ici on va pas se battre contre lui, on va devoir utiliser le pouvoir de nos incroyables, comment dire, Pokémon, parce qu'il faut dire ceci, hein, c'est un jeu qui a au moins quelque chose de particulier dans le domaine du jeu vidéo, c'est qu'en fait, quand les gens y réfléchissent à Pokémon, ils pensent que Pokémon a été inventé par Pokémon, et Pokémon a été certes inventé par Pokémon, mais l'idée de pouvoir, summoner, en quelque sorte, d'amener sur la planète du combat des petits ennemis que vous pouvez les utiliser à vos propres dessins, c'est une idée qui nous vient de Shin Megami Tensei. Alors, Shin Megami Tensei, c'est certes quelque chose où des gens sont dans un univers qui est techno, machin, brol, ils écoutent de la musique, et la musique est très bien. S'il y a une chose que vous pourriez garder de ce titre, c'est que peut-être que vous auriez envie de voir le let's play. Ça, c'est une rare fois où je veux dire que le let's play est plus intéressant que le jeu. Il y a un type qui s'appelle Raido Frost sur YouTube, il a fait un excellent let's play, vous pourrez en écouter la musique est fantastique, elle est réalisée par un homme qui s'appelle Tsukasa Masuko, qui avait fait la musique de Mighty Bomb Jack, de Friday the 13th, vous savez, le jeu de merde sur NES, c'est un jeu Atlus, de Super Smash Bros. Brawl, je ne sais pas quelle portion elle a fait, mais presque tout le monde dans le domaine de la création de jeux vidéo japonais, en tout cas dans le domaine de la création de musique de jeux vidéo japonais, a travaillé sur les Super Smash Bros. Il a aussi travaillé sur Super Smash Bros. For Wii U, et quelques Shin Megami Tensei, dont Devil Summoner, If, Soul Hackers et celui-ci. Alors, je me suis dit que c'était drôle d'appeler le personnage féminin Petula, parce que, vous savez, c'est une japonaise qui s'appelle Petula dans un univers qui est judéo-chrétien et qui le déteste assez bien. Alors, c'est un jeu qui a des qualités évidentes, la musique, les graphismes sont intéressants et dont la structure est absolument insupportable. Alors, c'est un jeu, on pourrait se demander si c'est censé être un système d'attrition particulier. Je veux dire, s'il y a une raison pour laquelle il n'y a pas de lien entre le gameplay et l'univers que vous êtes en train d'explorer, ce qui est le cas d'ailleurs, c'est un gigantesque ramassis de gigantesques donjons super chiants et qui sont tous similaires les uns aux autres, dont vous êtes censé faire le tour ad vitam aeternam, et d'une certaine manière, c'est la meilleure représentation de ce que je me fais dans ma tête comme idée de l'enfer qui ait jamais été proposée dans le domaine vidéoludique. Alors, c'est un titre qui est intéressant, je pense que vous devriez avoir joué un Shin Megami Tensei dans votre vie pour avoir une idée d'à quel point le RPG a beaucoup évolué. On pourrait pas imaginer, par exemple, qu'un jeu comme celui-ci, à la base, est de la même compagnie, parfois même de la même forme d'équipe que celle qui plus tard a eu la terrible idée de créer des titres comme les Persona, qui sont certainement la seconde, peut-être même la meilleure, mais j'aurais tendance à penser la seconde, car Dragon Quest existe encore, je vous le rappelle encore et toujours, série de RPG japonais qui existe dans le domaine du RPG, qui se trouve être japonais. Alors voilà, on est en train de se battre contre Belphégor, qui est sur son trône, et c'est un trône très particulier. Je vais vous dire ceci, c'est un jeu, je ne suis pas content d'y avoir joué de manière particulière, mais je peux vous dire ceci,
ici, c'est quelque chose d'assez étrange, c'est quelque chose de suranné qui mènera finalement à l'une des meilleures séries du domaine du RPG japonais. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'être vécu? J'aurais tendance à penser que oui, peut-être, si vous êtes fan de RPG, vous devez avoir joué à un jeu comme celui-ci, mais que si vous êtes un utilisateur lambda du jeu vidéo, déjà, qu'est-ce que vous foutez ici à regarder cette vidéo? La question se pose, mais que si vous êtes un utilisateur lambda du domaine du jeu vidéo, ben, c'est le genre de jeu qui vous semblera certes suranné, mais pas d'une manière plaisante, ce sera plutôt regarder ce que les gens, ils pensaient pouvoir considérer être sympathique, ou peut-être qu'ils pouvaient s'infliger comme type de soi-disant divertissement. On rentre un peu dans cette case Dark Souls où, quand le jeu est souffrance, pourquoi considérer qu'on est à proximité de la garance, en quelque sorte? C'était une belle rime en anse pour les gens qui aiment les rimes en anse. Belphégor, quelle puissance! Un humain qui sait summoner des démons avec son pouvoir, eh bien évidemment, il est évident que c'est moi, mais qui es-tu? Hein? Qui es-tu? Eh ben, je suis le masque, c'est comme ça que ça se passe, et mon pouvoir n'est jamais flasque. Alors, je vais juste retourner en arrière pour vérifier si l'intégralité de la série pourrait se résumer en un bref instant. Donc, c'était un démon, il était assis sur des chiottes. Ce n'était pas un rêve, il était bien assis sur des chiottes. Ça, c'est pas ça. C'est chez toi. Je crois que c'est... Ah oui, c'est normal, c'était ma sonnerie. Pouf. Oui, allô? C'est qui? J'en sais encore rien, mais je pense que... Jean-Pierre Yoshi de chez Nintendo, mais bien entendu. Une proposition pour faire une publicité prostitutive dans mon émission de jeux vidéo, mais bien entendu. C'est pour de l'argent. Ah, cool, il va nous donner de l'argent. Ok, on fait au moins 30 €. 35 €. Ouais. Voilà. Vous êtes d'accord? Très bien. C'est de quel jeu de merde qu'on est censé faire la publicité, les enfants? Pas Mario, pas Mario. Il n'y a pas de Mario. Y a pas de Mario. Non. Attends, oui. Ils disent que c'est 1-2 Switch. T'as déjà joué à 1-2 Switch? 1, 2, 3, Switch. Ouais. Moi, j'ai pas joué non plus à 1-2, 3 Switch, mais... D'accord. Pour 35 €, on est prêt à le faire. Ouais. Vous entendrez nos avocats dans la semaine. À bientôt, monsieur Jean-Pierre Yoshi. On a fait de l'argent. Il y a quelques instants, je vous ai parlé de manière enjouée, je ne sais pas comment j'ai réellement réussi ce miracle, de Shin Megami Tensei 2, un jeu qui était sorti sur Super NES, qui vous permettait, je ne sais pas si je l'ai dit lors de la critique, alors je vais le répéter maintenant, que vous aviez la possibilité d'y parler avec des démons, vous pouvez les recruter, en faire vos Pokémon. Ici, on se retrouve dans une situation où, c'est certain, il est trop tard pour discuter, il va falloir les toll choquer, il va falloir leur tirer dessus. Alors ici, vous incarnez un homme qui s'appelle Daniel Garner, peut-être que c'est le frère de Jennifer, si vous ne connaissez pas Jennifer Garner, bah c'est probablement que vous êtes trop jeune, et il faisait des efforts pour conduire sa petite amie quelque part, ils allaient se restaurer pour son anniversaire, car il faut savoir ceci, il avait une magnifique Mustang, peut-être c'était une Camaro, disons que c'était une Ford Mustang, qu'il faisait des bouts et des bangs dans sa Ford Mustang, et la particularité de ceci, c'est qu'il a fait une embardée, et Bardaf se fut l'embardé, il a été tué par sa propre incapacité à conduire un véhicule de style automobile. C'est ainsi que Daniel Garner a été sélectionné par les Hordes de l'Enfer afin de devenir le Painkiller. Ici, nous sommes dans une abbaye, probablement une abbaye chimassienne, ou peut-être une abbaye carmélite, afin d'essayer de découvrir le secret de cette délicieuse bière, dis-je, qui a la particularité d'être, c'est certain, sélectionnée par le fait d'avoir existé en Belgique afin de faire régner sur Terre les lois de la bière, car il n'y a pas de bière meilleure sur cette planète que celles qui sont produites en Belgique. Ce sont certainement celles qui sont les plus fortes et les plus gustatives. Vous pouvez en trouver qui sont plus, je ne sais pas moi, pourrait-on dire désaltérantes. Elles sont du style des cervoises qui sont servies dans les pays où l'eau n'est pas potable.
vous voyez, je pense à l'Espagne, je pense au Mexique, enfin l'Espagne de nos jours, ils ont certainement de l'eau potable, mais il leur reste cependant la cervoise qui va avec tout ceci, et on se retrouve ici, à tirer, si ça c'est pas étrange, sur des ennemis dans un jeu qui s'appelle Painkiller Black Edition, enfin c'était ça le nom à l'époque. De nos jours, vu qu'on est politiquement correct, on appelle ça Painkiller Afro-American Edition. C'est un jeu de People Can Fly, une compagnie polonaise qui a été ici avec l'incroyable honneur d'être publié par Dreamcatcher Interactive sur PC et Xbox aux alentours de 2004. Alors, il faut se dire ceci, Dreamcatcher Interactive, c'était une compagnie de très très bas niveau, un éditeur du genre de... Voilà, c'est un peu comme... Voilà, c'est le Mad Movies de l'édition du jeu vidéo, vous voyez. C'est pas vraiment une édition, hein, c'est bel et bien parisien, et que si vous avez le malheur d'être tombé là, c'est qu'aucun autre éditeur ne va vous essayer de faire un petit investissement sur le succès éventuel de votre titre. Je ne sais pas si la compagnie existe encore, mais le seul titre de qualité qu'ils aient publié dans l'intégralité de leur incroyable effort dans le domaine vidéoludique, c'était celui-ci, il s'appelle Painkiller, et c'est un jeu très réussi dont on peut simplement dire ceci, c'est rare que l'on puisse dire titre sélectionné par le Patreon et jeu qui est vraiment très très bon, sauf dans ce cas-ci, car j'aurai la possibilité de vous parler quelques instants d'un titre auquel je n'avais pas joué depuis plus d'une décennie, car j'ai souvenir qu'à l'époque je m'étais lancé dans l'idée d'avoir un PC, c'était l'un des titres qui m'avait été le plus chaudement recommandé, c'est-à-dire à peu près à 36 degrés, comme l'intégralité des recommandations qui sont réalisées par des êtres humains, et qu'on m'avait dit ceci, c'est un titre, si tu n'as pas joué à ceci, tu ne connais pas le FPS, ce FPS qui est bien entendu un style de jeu où vous vous battez de manière subjective contre des ennemis qui le sont tout autant en essayant de survivre et parfois même de faire un fondu enchaîné au blanc. Car ici, on va se dire simplement ceci, c'est un titre qui est un bordel joyeux de divers niveaux qui ont été réalisés par des level designers qui ne savaient pas précisément que le thème de cet incroyable titre était infernal en quelque sorte. Et regardez, si ça c'est pas un incroyable effort d'une première version du moteur 3D Avoc, et voyez que si vous tirez dans la tête d'un ennemi, il va se mettre à faire du Headbangers Ball comme on était sur MTV. Alors ici, on va se battre contre un ennemi qui a un bug qui était déjà là il y a quelque chose comme 10 ans, ils n'ont pas réussi à le sauver, mais c'est un titre de People Can Fly qui est produit, imaginé et designé par Adrian Schmilars, c'est pas comme ça que ça se prononce, Adrian Schmilars, le creative director de Bulletstorm, d'une portion des niveaux de Gears of War, ainsi que certains des niveaux multiplayer de Gears of War 2 Electric Boogaloo. Le lead level design est d'Andrush Poznanski, le créateur des divers Painkiller, parce qu'on peut dire qu'il y en a eu plus qu'un, et qu'ensuite ils ont continué, je ne sais pas précisément comment, mais sans doute parce qu'ils étaient chez un éditeur qui n'avait absolument rien d'autre qui se vendait chez eux, à traire la machine de à la base. C'est un excellent jeu avec des incroyables armes, et que au fur et à mesure qu'ils ont essayé de faire les remakes, vous savez, les systèmes d'expansion où on paye des connards 13 € pour qu'ils fassent des niveaux supplémentaires, un jeu qui était certainement particulièrement réussi, et alors il y a quelque chose en Painkiller, c'est-à-dire que c'est un jeu qui a visiblement été fait par des incompétents dans le domaine de la création du level design, mais que d'une certaine manière c'est ce petit charme de le gameplay est parfait, mais les niveaux sont très étrangers. On ne verrait pas ça de nos jours dans un univers d'un domaine professionnel, un titre où les deux moitiés du niveau sont reliés par un gigantesque téléphérique que vous êtes censé marcher dessus pendant au moins 1 minute et demie. Cela ne se fait plus de nos jours. Et c'est un peu ça, c'est un proto-FPS moderne, mais c'est un FPS tellement traditionnel qu'il fait penser aux grands moments de cette terrible discipline. Vous pouvez penser à, je sais pas moi, Quake 3, vous pouvez penser à, je sais pas moi, Doom, vous pouvez penser à, je sais pas moi, Half-Life, des titres comme ça qui sont tous réussis, qui bien entendu portent la marque d'un autre titre qui a été produit à l'Est et qui s'appelle Serious Sam. Alors People Can Fly, vous savez, ça a commencé en 2002, c'est une compagnie polonaise qui a été rachetée par Epic Games en 2007 et qui redevient indépendant en 2015, qui est connu pour avoir réalisé des jeux comme Bulletstorm. Je n'ai jamais terminé Bulletstorm, simplement je vais vous dire ceci, maintenant que j'ai rejoué à Painkiller Afro-American Edition, je me dis c'est certain qu'il sera temps à un moment ou à un autre que je m'essaye au remake, parce que le remake c'est un peu à la mode, de Bulletstorm. Alors ce que je peux vous dire sur ce titre-ci, c'est que ça a été un plaisir d'avoir la possibilité d'y rejouer. C'est un jeu qui m'a fait penser que décidément il existe une chose qui s'appelle le FPS PC et qu'on n'a pas réellement besoin d'aller dans les efforts extraordinaires de la pyrotechnique afin de proposer un grand moment de ce système vidéoludique. Il suffit d'avoir des bons level designers, des bonnes armes, un bon moteur 3D qui n'a pas été patché depuis l'époque où il était sorti, mais que bon, ce n'est pas grave, il tourne ça c'est un jeu qui tourne maintenant à 400 FPS, qui peut même se targuer d'avoir des hilarantes cinématiques réalisées par Digital Amigos. C'est un jeu, il n'est pas cher de nos jours, vous devriez vous le payer, assurez-vous cependant qu'il tourne sur l'intégralité des machines que vous possédez, car voilà, je ne sais pas, parfois on pourrait imaginer que c'est un titre qui ne fonctionne pas sur ATI ou peut-être même sur
matériel AMD. C'est du moins ce que j'ai cru comprendre en faisant des recherches par rapport à ce titre qui s'appelle, je vous le rappelle, Painkiller. Ça va pas? C'est moins fort qu'avant, j'ai des visions, Alex. C'est trop vague pour faire une critique, ça. Ça va. Je crois qu'on a assez là pour une critique. Vous savez, quand j'ai reçu la demande d'un des spectateurs qui m'a demandé de critiquer ce jeu qui s'appelle, je vous le rappelle, Othello, je me suis dit, il doit se foutre de ma gueule. Alors je vais lui demander si décidément, et il m'a dit, oui, je suis très sérieux, Othello est un jeu très profond, peut-être que tu prendrais plaisir à y participer. Le fait est que j'ai pris plaisir à participer à ce titre qui, pour ce que j'en comprends, est basé sur des règles qui ne sont pas totalement dissimilaires à celles du jeu de Go, ce fameux jeu qui a été inventé dans la Chine antique il y a maintenant près de 2500 ans. Cependant, c'est une version de proximité d'un jeu comme celui-ci où vous allez jouer sur un échiquier beaucoup plus petit, et certains me disent qu'il y a même une particulière manière de jouer à ce jeu qui a été inventé cette fois-ci par les Japonais, qui s'appelle le Go Bang, et qui se joue à peu près selon les mêmes règles, sauf qu'évidemment ici c'est un truc qui est copyrighté par des Anglais. C'est un titre qui a été inventé en 1883 par Lewis Waterman ou John W. Mollett, et les deux personnes, c'est assez étrange, qui ont prétendu avoir créé ce jeu qui est visiblement inspiré par des titres qui sont à la base de la réflexion dans certaines formes de l'humanité, on peut dire ceci, c'est qu'ils ont dit, oui mais l'autre est un charlatan, vous voyez bien qu'il a volé mon idée, c'est un sale charlatan, ce qui est assez étrange à dire quand on pense à ce titre qui s'appelle Othello, et qui est évidemment pas du tout une adaptation de la fameuse pièce de William Shakespeare, vous savez, où il y avait Orson Welles qui jouait un gars, c'était à Venise, si je m'en souviens, il se passait des choses, et Desdemona, et des choses du style. Alors, c'est un jeu très profond, vous allez essayer de vous partager entre la possibilité que vous avez à faire des calculs et essayer, c'est certain, de bouger des jetons, ce soit par des incroyables lignes droites ou par des diagonales, à votre couleur, et ainsi vous aurez la possibilité d'essayer de battre un ordinateur qui est paradoxalement considérablement plus intelligent que vous dans le domaine des calculs binaires, qui arrivera à vous péter la gueule de diverses manières. Alors c'est une histoire d'appréhension, d'apprentissage, et c'est certain d'humilité qui va vous mener à participer à ce jeu qui met un ennemi entre vos mains, un ennemi qui est pas un ennemi physique, qui est un ennemi intellectuel qui arrive à vous dominer par le pouvoir de sa réflexion. Et d'une certaine manière, c'est un jeu beaucoup plus compliqué, par exemple, que le jeu d'échecs quand on y réfléchit posément, mais qui cependant, j'imagine, peut être appris. Mais je ne suis jamais arrivé à jouer à ce jeu et à y gagner au niveau le plus maximum, donc je dois dire ceci, c'est un titre qui mérite d'être vécu et que vous pourriez prendre plaisir à vous acheter, mais pas nécessairement sur Nintendo Switch. Il existe aussi, si ça c'est pas paradoxal, en version de salon, physique. Alors, ça va mieux? Ça va vraiment mieux, mais si tu pouvais peut-être aller, je ne sais pas moi, me chercher des olives. Ok. Merci pour la caméra. Et bonne chance. Ouais, ça va. Salut, moi c'est Alex. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer, plutôt vous montrer comment on va chercher des olives. Alors, les olives, tout le monde sait ce que c'est. Hein, ces petites boules noires, petites boules vertes, un noyau dedans. Faites gaffe à dedans. Hein, c'est le slogan en général. Alors, c'est plein de fibres, c'est super bon. Hein, c'est un truc de dingue. Hein, dans la margarita, non, je sais plus c'est dans quoi. Et un alcool où ils foutent ça dedans. Les gens adorent, on sait pas pourquoi. Hein, pourtant, c'est dégueu, c'est amer. Moi, perso, même dans une pizza, je les dégage. Comme les champignons, c'est le truc. Un aspect dégueulasse. Franchement, hein, bon, le plus simple, c'est de vous montrer à quoi ça ressemble, même si je suis sûr qu'il y a 99% des gens qui connaissent quand même, hein, surtout vous les jeunes avec les pizzas. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a jamais vu une olive sur une pizza, n'importe où. Hein, maintenant, l'autre, il en veut. Je pense qu'il a besoin de fibres, il a besoin de force. Je vais vous montrer, c'est par là. Si on marche, hein, ça, c'est pas un olivier, ça, c'est peut-être un début d'olivier, hein, c'est pas plutôt une fin d'olivier. Hein, alors, c'est par ici, je vais vous montrer. Ouais, bah écoute, le plus simple,
Je vais vous montrer le plus simple pour acheter des olives. C'est, vas-y, donne-moi ça. Ouais, voilà. Hop, ça c'est... Salut. Tiens, je vais te filer quoi, du pèse. Voilà, okay. 100 €. 100 €, des olives, ça va le faire. D'accord. Allez, vas-y, je vais te montrer. Ouais, c'est par là. Ouais, attention, passe ici, là, ici. Ok, tourne à droite. Voilà, on le suit. Ouais, parce que franchement, des olives 100 balles, hein, il va se faire recaler, tu vas voir, ça va être terrible. Ouais, rentre, vas-y, des olives, hein. Verte, noire, on s'en fout. Ouais, verte ou noire. On va essayer de capter. Est-ce que je sens qu'il va se faire? Non. Voilà, des bonnes olives. Non, il n'y en a pas ici. On va les vendre de tout. Ah, peut-être que moi je les ai? Non. Ok. Bon, il galère quand même. Je sais pas, il a trouvé un truc, c'est pas trop ce que c'est, mais... Bon, ben on va aller voir ce qu'il a chopé, hein. Je pense qu'il a réussi. Ah ouais, il a réussi. Bonjour. Bah ouais, donc du coup j'ai eu ça, et puis super. Bah, en fait il n'y avait pas besoin d'autant, du coup on a un peu d'argent. Oh, voilà, ok, de la monnaie. 100 € t'avais, hein. Ouais, là, ok, ça va, bah c'est pas grave, écoute, il y a un peu moins. De toute façon on fait son pognon, on reprend son truc. Okay. Voilà, donc voilà, j'ai réussi à avoir les olives, hein, la monnaie on s'en fout, c'est parti. Maintenant on rentre à la maison. Et merde, on a fermé la porte. Il n'est pas aisé pour moi de parler de Silent Hill 3 car je vais vous avouer l'un des grands trous dans ma culture vidéoludique, ce n'est pas ça, c'est que je n'ai jamais réellement terminé Silent Hill. J'ai joué à Silent Hill mais c'est un titre qui est sorti quand j'étais encore suffisamment petit, du moins par l'esprit, parce que j'étais déjà gigantesque à cette époque-là, j'étais un gigantesque colosse scintillant sur la colline, et qu'il faut bien se dire ceci, c'est que je n'ai jamais terminé le premier Silent Hill, pour faire une rime avec Codine. D'ici, on peut simplement constater que le jeu dont je vais vous causer aujourd'hui c'est Silent Hill 3 et qu'il dépend énormément du scénario du premier, mais que d'une certaine manière le fait d'avoir ce mystère, ce trou, ce vide dans ma mémoire me permet d'attaquer ceci avec une réelle forme de stupéfaction par rapport au scénario qui me sera présenté ici. Alors, vous le savez, la série Silent Hill c'est avant tout une trilogie de jeux réussis, plus un épisode supplémentaire qui était étrange et intriguant. Vous savez, c'était The Room, le film avec Tommy Wiseau, et qu'ici vous vous retrouvez dans Silent Hill 3, un jeu où vous avez la possibilité d'incarner Heather Mason, la fille la fille de Harry Mason, le héros du premier titre de la série. Vous savez, c'est le mec qui ressemblait étonnamment à James Sunderland de Silent Hill 2, mais que décidément ce n'était pas lui, que on se posait des questions à l'époque où le titre était sorti. Est-ce que c'est le même personnage? Est-ce que ce n'est pas le même personnage? Bref, des choses comme ça se présentent dans votre esprit. Vous aurez certainement compris que Silent Hill 3 c'est un jeu de la Team Silent, une division de Konami Computer Entertainment Tokyo, publié par Konami sur PlayStation 2 et PC en 2003, et la particularité de cette vidéo, vous l'aurez remarqué, c'est qu'elle est en un peu plus jolie, elle est en HD, elle est en 720p, les textures sont à chier, c'est normal, c'est un très mauvais portage, et c'est simplement un portage qui a été réalisé par des branleurs dont je n'ai pas noté le nom, parce que vous voyez, quand vous avez foiré un jeu qui est basé intégralement sur le contraste du sombre et du clair, et vous savez, les niveaux de noir et de gris que l'on peut voir dans l'obscurité où se cache et se tapit l'infamie, il faut se dire ceci, si je suis obligé de faire l'intégralité du jeu avec la lampe de poche qui fait que les ennemis sont en train de me bouffer la gueule avec les crocs métaphoriques qu'ils possèdent parfois et qu'ils ne possèdent certainement que dans votre esprit, cela s'appelle un gros foirage. Et j'ai fait énormément d'efforts, ils sont assez agressifs, je suis certain que vous le verrez, par le domaine de l'échantillonnage et des choses qui sont du domaine, admettons-le, de la colorimétrie, afin que tout ceci soit ne serait-ce que vaguement visible, et c'est probablement un tout petit peu trop bleu pour un jeu qui est censé avoir une dominante rouge, ce n'est pas nécessairement super plaisant. Alors, il faut remarquer que l'intégralité de la série Silent Hill est réalisée par des auteurs différents, ce sont à chaque fois des autres personnes qui chapeautent chaque opus de la série. Cela commence avec Keishiro Toyama, dans le premier opus, Silent Hill, c'est l'homme qui a créé Siren, le jeu dont on peut dire simplement ceci, c'est qu'il arrive à vous pénétrez l'esprit de la même manière que pouvait le faire Silent Hill, et qu'il arrive d'ailleurs peut-être même à réaliser quelque chose d'un tout petit peu plus efficace dans le domaine de l'horreur pure, car il m'est parfaitement impossible de jouer à Siren ou Siren Blood Curse la nuit, dans le noir, au casque,
cela m'est parfaitement impossible. J'en suis parfaitement incapable. Or, ce jeu-ci, j'y ai joué au casque, dans le noir, la nuit, et d'une certaine manière, j'ai survécu à toutes ces horreurs. Je ne sais pas précisément comment j'y suis arrivé, mais ce fut le cas. Et Masashi Tsuboyama était l'homme qui vous a offert Silent Hill 2, le meilleur jeu de la série, c'est une évidence, et l'homme qui a travaillé sur celui-ci s'appelle Kazuhide Nakazawa. C'est l'homme qui a fait les animations robotiques des personnages de Silent Hill 2, et les cinématiques de celui-ci sont encore et toujours signées par Kazuhide Nakazawa. Alors là, nous avons un petit moment Dark Souls où nous allons descendre de manière très chiante, une gigantesque échelle afin d'aller nous battre dans le noir contre un ennemi qui est capable de nous tuer en quelques coups. C'était une forme de prémonition, parce que c'est ça la beauté des jeux les plus réussis du domaine vidéoludique, c'est qu'ils arrivent à préfigurer le futur, et ce jeu préfigure le futur du jeu vidéo japonais en quelque sorte. Vous savez, le fait de toujours, encore et toujours, sucer la bite à Demon's Souls, parce que voilà, c'est ça que les gaijins achètent de nos jours. Donc, la plaisanterie de cette série, que vous le savez certainement, c'est qu'elle vous met aux prises avec une forme d'horreur, une horreur dont on peut dire que voilà, c'est la religion du démon, c'est une religion qui, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi, fait basculer certaines portions de la planète dans une autre dimension, une dimension maléfique, une dimension sombre où se cache votre forme personnelle d'horreur, un rapport à l'enfer qui est bien le vôtre, et cet enfer qui ici est bel et bien très réel, tangible, et qui peut vous faire mal, il se trouve que c'est celui d'une demoiselle qui s'appelle Heather. Et Heather, vu qu'elle se pose des questions sur sa filiation, comment elle est venue au monde, qui c'est sa maman, pourquoi son papa a dû la kidnapper à une époque et changer l'intégralité de sa vie afin qu'elle ne puisse pas être traquée par des gens qui pensent qu'elle est, si ça c'est pas étrange, le sauveur, peut-être même je cherche le mot, le Christ, l'antéchrist de cette religion spéciale qu'est la religion du démon. Et voilà, c'est l'histoire d'une femme qui se pose des questions sur sa filiation. Alors elle se bat contre quoi comme boss? C'est évident, un gigantesque symbole phallique avec des dents, parce que ce n'est pas un aussi bon jeu que Silent Hill 2, faut pas déconner. Déjà la caméra est catastrophique, et la caméra catastrophique n'aide pas à naviguer dans un jeu où l'intégralité du gameplay, comme vous le savez certainement, est fait pour vous donner une forme de pâteau, de résignation à faire le tour d'un univers qui, admettons-le, est beaucoup plus virevoltant que vous ne l'êtes, en quelque sorte. Alors, je vous ai parlé du staff responsable de celui-ci, je vous ai parlé du fait que paradoxalement l'intégralité des 3 premiers titres de la série sont chapeautés par quelqu'un d'autre, et je vous ai certainement esquissé le fait que la Team Silent, c'est une division de Konami Computer Entertainment Tokyo, c'est-à-dire c'est la division d'un studio qui faisait des jeux fabuleux, et que voilà, ils ont disparu tous deux, parce que Konami, vous savez, le jeu vidéo de nos jours, ils savent plus trop ce qu'ils font, surtout avec leurs grosses licences, et que maintenant, vous allez découvrir le fait que décidément, vous êtes le Holy One, vous êtes en quelque sorte un peu, la motivation de l'intégralité d'une religion, et essayer de trouver le sens de ce qu'ils ont envie de faire, et que s'ils pouvaient vous faire rentrer dans leur sein, sans doute que l'apocalypse s'accomplirait, des choses comme ça, et nous voilà maintenant dans un métro en train de nous battre contre, je sais pas moi, des espèces de petits bouche-trolls comme ça, je sais pas vraiment ce que c'est censé être, mais il faut dire que le scénario n'est pas la meilleure partie de ce jeu, et c'est un scénario de Hiroyuki Owaku, le mec qui était responsable de l'intelligence artificielle de Silent Hill. Était plus doué dans le domaine de l'intelligence artificielle que du fait d'utiliser de manière artificielle sa propre intelligence pour écrire des scénarios de jeux, et quelque chose vient de faire clic derrière moi, je ne sais pas pourquoi, je me retourne, je sais très bien que je suis seul dans cette pièce, mais vous savez, c'est Silent Hill, on pense toujours qu'on est immunisé à Silent Hill, puis après on se rend compte qu'en fait non, on n'est pas immunisé à Silent Hill, l'artifice fonctionne encore quelque peu, et on se prend à se demander précisément ce qui se passe, pourquoi cet artifice est aussi efficace, surtout sur moi. Peut-être sont-ce les musiques d'Akira Yamaoka, le créateur de Contra Hardcore, le créateur de la musique, en tout cas de Contra Hardcore, des 4 Silent Hill, c'est-à-dire de la trilogie et du jeu en plus, qu'on ne peut pas réellement dire que ce soit le meilleur, mais que c'était un jeu très 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 étrange quand on y réfléchit posément. Il a aussi récemment signé la musique de Let It Die, vous savez, c'est la suite de Let It Die. Et ici on se retrouve avec un jeu qui se trouve être un clone, un clone avec une âme cependant du second titre de la série, et qui s'appuie sur les fondamentaux d'un jeu qui était sorti sur PlayStation pour que vous puissiez vous battre contre des gigantesques boomers quelque part dans le métro avant de lui foutre des petits coups de Vorangers dans les coucouilles, parce que voilà, c'est un jeu où on est en train d'explorer un enfer qui paradoxalement n'a pas autant de rapport avec Heather que celui que James Sunderland parcourait dans Silent Hill
2 pouvait avoir par rapport à son histoire à lui, parce que vous savez, c'est l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme au cancer, et l'intégralité est une métaphore du cancer, et que vous faites le tour d'environnement hospitalier et des choses comme ça. Alors on imagine qu'ici ça doit être un rapport avec le fait qu'elle est née quelque part, hein, Heather, et que donc voilà, hein, les hôpitaux. Mais je ne pense pas que c'est un jeu aussi réussi que le second, mais je pense que c'est un clone efficace de ce second titre qui fonctionne sur les mêmes fondamentaux, qui fait peur quand même, ce qui compte dans un jeu de survival horror, et qui cependant reste étrangement plaisant pour un jeu qui est construit autour du fait de vous faire peur. C'est étrange à dire, mais cela reste efficace. Alors, ce que je pense que c'est le plus grand chef-d'œuvre de la série, non, mais c'est un jeu qui mérite d'être vécu. Et je pense un jour avoir le temps de jouer au premier jeu de la série pour diverses raisons, dont celui qu'en fait, j'aime bien me cultiver, hein, que ça semble étrange à dire, mais c'est comme ça, et toujours, la nuit, j'entends ces appels au loin, parce que dans mes rêves, dans mes rêves, je vois cette ville, Silent Hill. I'm going to Silent Hill. Ouais. Vous avez fermé... Ok, d'accord. Je vais venir vous ouvrir, ce sera plus facile, hein. Je veux dire, restez sur place. Et maintenant, le générique de Pushta. Salut! Vous êtes bienvenus sur Pushta. Nous voilà avec des olives. C'est très bien, c'est très bien. Fous-moi cette saloperie au sol et qu'on puisse continuer sur le prochain générique. Je te donne un 3 sur 10. Dans le prochain épisode de Pushta, Candy Crush. Est-ce que cela vaut quelque chose? La réponse est non, donc on va pas se fatiguer.